et du développement international de la Chambre des communes. Conformément à l'article 108-2, le sous-comité se réunira dans le cadre de la séance d'information sur la persécution des chrétiens au Nigeria. La réunion aujourd'hui se déroule sous forme hybride. Conformément au règlement, les députés peuvent participer en personne ou avec l'application Zoom. I would like to make a few comments. J'aimerais faire quelques commentaires pour les témoins et les membres. Veuillez attendre que je vous reconnaisse par votre nom avant de prendre la parole. Pour ceux qui participent par vidéoconférence, veuillez cliquer sur l'icône du microphone pour activer votre micro et veuillez vous mettre en sourdine lorsque vous ne prenez pas la parole. Pour les personnes sur Zoom, au bas de votre écran, vous pouvez sélectionner le canal souhaité pour l'interprétation, que ce soit le français, l'anglais ou le son original. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez choisir le canal désiré dans l'oreillette. Je vous rappelle que tous les commentaires doivent être adressés à la présidence. As individual, we have Madame Rosemary Isen by video. Nous avons Madame Rosemary Esséné par vidéoconférence à titre personnel. Nous avons aussi Mark von Riedman, directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse. Nous avons Kinga Shearsted, chef de section pour le Nigeria par vidéoconférence pour aide à l'Église en détresse. Pour l'association Association of Nigerians in Nanaimo, nous avons Mohamed Ousmane, président. Pour Center of Strategic and International Studies, nous avons Oge Onubogu, directrice et agrégée supérieure de recherche, Programme Afrique. Pour Religious Freedom Institute, nous avons le révérend Andrew P. W. Bennett, chercheur principal. J'aimerais donner à tous des... Je vous accorde... Marie Isen, you welcome. The floor is you. Madame Rosemary Esséné, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis ici devant vous le cœur lourd pour vous parler d'une tragédie qui a laissé des cicatrices au sein de ma communauté au Nigeria et sur mon âme. En 2024, le 24 avril 2018, mon cher ami, le père Joseph Gore, ainsi que 15 autres personnes ont été brutalement assassinées dans la région administrative locale de Gwer West, dans l'État de Benue, au Nigeria, par des éleveurs, par des Fulani armés. On a demandé au public d'aider les personnes puisqu'il y avait des membres Fulani armés qui menaçaient la vie de ces personnes. Malheureusement, cet appel n'a pas été entendu. Le 24 avril, mon ami a été tué avec 15 autres personnes, y compris des femmes, des hommes et son ami prêtre. C'était quelqu'un qui a défendu les droits de sa communauté. Et c'était mon cher ami. Il n'était pas seulement un prêtre, il protégeait les plus faibles. Et il amenait l'espoir. Ces gens ont été tués de façon inhumaine. Et ça fait partie d'une série d'actes violents qui sévit au Nigeria. Les conflits religieux ont détruit des familles et ont complètement déchiré des communautés. Ce n'est pas la perte de ces vies qui pèse sur mon âme, c'est l'impunité et la peur qui continue de hanter ma communauté. Cet incident n'est pas un cas isolé. Ça fait partie d'une crise plus large qui exige une attention internationale. Donc je suis devant vous
en vous demandant votre soutien afin de sensibiliser les gens à la crise au Nigeria. On ne peut pas accepter que ce bain de sang se poursuive. Nous ne pouvons pas permettre à ces criminels de rester impunis. Il y a eu des mères, des pères, des enfants qui ont été tués. Chers membres du comité, nous souhaitons vivre sans avoir peur de la violence, en liberté, sans être harcelés ou assassinés. À mes amis canadiens, je vous demande d'être solidaires avec les gens du Nigeria. Le Canada a été un champion des droits de la personne, de la démocratie et de la protection des innocents. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour soutenir les victimes de ces attaques horribles. Et nous demandons à ce que des mesures soient prises pour que les personnes responsables soient tenues pour responsables. Au-delà de cela, nous avons également besoin de votre aide pour envoyer un message de solidarité au peuple nigérian. Nous devons leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, que la communauté internationale les soutient dans la lutte pour la paix et la justice et pour le droit et la liberté de religion. Ces victimes ont été les victimes d'une violence insensée. Ils étaient symboles de l'espoir qui existe toujours dans le cœur des Nigérians. Ils nous ont laissé en héritage leur courage, leur compassion et leur résilience. Je vous demande d'honorer leur mémoire en ne laissant pas leur mort être vaine. Travaillons ensemble pour que la justice prévale et que ce soit la paix et non la violence qui définisse l'avenir de notre pays. Merci. Merci. C'était excellent. Vous avez respecté le temps. Je donne maintenant la parole Madame Kinga Shirstad. Vous avez 5 minutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de me permettre de parler du Nigeria. Lorsqu'on parle de la violence à motivation religieuse, on distingue 3 groupes, ceux qui souffrent, ceux qui commentent et ceux qui travaillent avec les victimes. Nous appartenons à la dernière catégorie. Par l'intermédiaire de l'Église locale, nous soutenons les projets et recevons des rapports de première main des évêques, des prêtres et des religieuses. Aujourd'hui, je vais parler de l'Église au Nigeria, tant dans le nord, où les chrétiens sont victimes graves de discrimination et persécution, que dans le nord, le nord-est et la ceinture centrale, où les chrétiens souffrent d'une persécution extrême. Je parle d'abord de la discrimination. Sur les 36 États du Nigeria, 12 dans le nord sont régis par la charia. Dans les États comme Sokoto, Zamfara ou Katsina, la discrimination est extrême. Un musulman peut épouser une chrétienne, mais pas l'inverse. Les chrétiens accusés de blasphème sont condamnés à de longues peines de détention. Et les emplois dans la fonction publique sont largement fermés aux chrétiens. Comme l'a dit un évêque récemment, nous ne sommes peut-être pas abattus dans la rue, mais la pression écrasante et la discrimination incessante suffisent à briser beaucoup d'entre nous. C'est ce que beaucoup appellent la discrimination systémique et systématique. La persécution au Nigeria est multiple, religieuse, ethnique, sociale et historique. Certains évêques qualifient cette violence de génocidaire. Des églises sont détruites et des chrétiens sont tués à cause de leur foi. Il est toutefois clair que cette violence ne peut pas être réduite à un seul récit. Par exemple, un problème général est celui du banditisme, en particulier l'enlèvement à des fins lucratives. Les chefs religieux sont les principales cibles, non seulement en raison de leur foi, mais parce qu'ils permettent d'obtenir des rançons plus élevées. Cela dit, dans la ceinture centrale, en particulier dans l'État de Benue, la recrudescence des persécutions violentes est alarmante. Les communautés agricoles chrétiennes sont attaquées. Des villages entiers sont détruits, des familles sont massacrées, des millions de personnes sont déplacées. Sur les 5 millions d'habitants de l'État de Benue, environ 2 millions vivent dans des camps de déplacés internes. Les raisons sont complexes. Conflits fonciers et hydriques, tensions ethniques préexistantes et des violences intercommunautaires. Mais ce qui est le plus alarmant, c'est la radicalisation religieuse croissante.
Des groupes comme Al-Qaïda et Daesh ne créent pas de nouveaux conflits, mais ils les intensifient en y injectant une idéologie extrémiste des fonds et des tactiques. Nos partenaires rapportent notamment que les assaillants crient Allahu Akbar lorsqu'ils brûlent des maisons. L'impunité aggrave la crise, car les auteurs de ces crimes sont rarement traduits en justice. Et ceux sur le terrain nous disent la même chose. Le gouvernement n'en fait pas assez, ni pour mettre fin à la discrimination, ni pour mettre un terme au massacre. Nous soutenons l'Église catholique dans tout le pays, mais les besoins varient. À Maiduguri, l'Église propose une thérapie post-thérapeutique aux victimes de Boko Haram. Dans la ceinture médiane, où la survie est la priorité, notre aide se concentre sur les secours d'urgence. Nous essayons d'amener un peu d'espoir là où tout semble perdu. Ça, c'est le Nigeria d'aujourd'hui, une nation où se croisent la discrimination et la violence, où les communautés religieuses luttent pour survivre et où le silence national et international reste assourdissant. Ma collègue va parler une façon d'aller de l'avant. Est-ce que vous avez terminé, madame? Oui, merci. Merci. Maintenant, j'invite Monsieur Mohamed Ousmane, président de l'Association des Nigérians à Nanaimo. Vous avez la parole pendant 5 minutes. Bienvenue, monsieur. Honorable membre du sous-comité, merci de m'avoir invité. Je suis Mohamed Ousmane, je suis le président de l'Association des Nigérians de Nanaimo. Notre association regroupe des Nigérians de diverses confessions et origines ethniques. Bon nombre de nos membres ont été directement touchés par le biais de leur famille ou de leur expérience personnelle par la violence qui sévit actuellement au Nigeria. J'apprécie l'engagement du comité à examiner la persécution des chrétiens au Nigeria, ce problème qui dure depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la persécution continue qui cible les chrétiens qui ont été pris pour cible en raison de leur foi, tués par des dizaines ou des milliers, par dizaines de milliers, qui ont été déplacés de leur foyer et qui ont vu leur église et leur lieu de culte détruits. Tout cela a été bien documenté et c'est très douloureux pour les survivants et les familles qui ont des membres chers dans le pays. Il est important de reconnaître que ce ne sont pas les seules victimes dans l'insécurité du Nigeria. Dans tout le pays, les groupes ethniques minoritaires de la ceinture centrale, tels que les Tiv, les Bérom, les Idoma, etc., ont subi des attaques répétées. Les agriculteurs, les éleveurs, etc., les femmes aussi. Les communautés musulmanes ont été massacrées par Boko Haram et d'autres extrémistes. Ce contexte plus large n'enlève rien à la persécution des chrétiens, mais aide à expliquer l'ampleur et la complexité de la crise. La violence est alimentée par plusieurs facteurs qui se regroupent, notamment les défaillances de la gouvernance et la corruption, la pauvreté et les inégalités économiques, les rivalités ethniques, les pressions foncières liées au climat qui opposent les éleveurs nomades, majoritairement musulmans, aux communautés agricoles à la fois chrétiennes et musulmanes. Le crime organisé qui profite de la faiblesse des institutions et le terrorisme. Lors de sa création en 2002, Boko Haram a déclaré le Nigeria comme étant une entité apostate et s'est opposé à l'État nigérien et à tous ceux qui y sont associés, et non à un groupe religieux en particulier. Les communautés chrétiennes, en particulier dans les États du Plateau et de Kaduna, ont subi l'incendie d'églises et la destruction de villages entiers, le déplacement massif vers des camps surpeuplés, la perte de membres de famille, un traumatisme profond chez les femmes et les enfants, et une peur qui limite le culte, l'éducation et la vie quotidienne. Les familles musulmanes de Borno et de Yobe vivent sous la menace constante d'attaques extrémistes. Les groupes ethniques de la ceinture centrale sont victimes de raids répétés. Écoles, mosquées, marchés, fermes, institutions, police, commissariats de police, bases militaires et autres ont été bombardés et détruits. Les chrétiens sont souvent particulièrement visés dans certaines régions et la violence n'épargne personne. La réponse de l'État a évolué au fil du temps avec différentes approches. Ces mesures montrent peu de progrès et les défis restent immenses. Nos recommandations pour le Canada sont renforcer l'engagement diplomatique en encourageant le Nigeria à garantir une protection égale à toutes les communautés à risque, en particulier les minorités chrétiennes.
accroître l'aide humanitaire aux ONG qui vivent en aide aux chrétiens déplacés et aux autres victimes, en particulier les femmes, les enfants et les autres survivants de traumatisme. Aider à tracer le financement du terrorisme en soutenant les efforts du Nigeria pour identifier les sponsors, les financiers de Boko Haram et les groupes apparentés. Promouvoir la responsabilité en encourageant des enquêtes et des poursuites contre les auteurs de violences de masse, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Investir dans la consolidation de la paix et les systèmes d'alerte précoce, soutenant les programmes de paix interconfessionnels et la prévention des conflits au niveau communautaire. Écouter les voix de la société civile en faisant participer les survivants, les dirigeants locaux et les diasporas. Appuyer les initiatives de lutte contre la corruption afin de contribuer à renforcer l'indépendance et les capacités des institutions nigériennes chargées de la lutte contre la corruption. La persécution des chrétiens au Nigeria est un problème grave et urgent en matière de droits de la personne. Je nous exhorte à tous à ne pas simplifier à l'excès une situation sociopolitique très complexe. Les musulmans, les chrétiens, les traditionalistes souffrent tous du même climat d'insécurité. En abordant la persécution des chrétiens dans le contexte plus large, qui est le nôtre, le Canada peut contribuer à la justice, à la paix et à la dignité humaine de tous les Nigériens qui sont touchés. Je vous remercie pour votre temps et votre engagement. Je suis heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir bien respecté le temps. Nous allons maintenant entendre le Center for Strategic and International Studies. Nous entendons Madame Oje Onubogu, directrice et agrégée supérieure de recherche Programme Afrique, par vidéoconférence. Merci beaucoup à tous. Je suis honorée de partager avec vous mon point de vue sur cette question importante. Le centre stratégique n'adopte aucune position politique et les avis ici exprimés représentent les miens et non pas ceux de mon employeur. Au Nigeria, aujourd'hui, l'ethnicité et la langue sont les références de l'identité dans une population extrêmement variée. Le Nigeria a vécu des clashs ethniques et religieux au fil des années, mais son pluralisme ne sont pas le problème ni la cause de ce conflit. D'après un sondage de 2021, 9 Nigériens sur 10 souhaitent vivre avec des personnes d'autres religions et d'origine ethnique. Ce sondage montre un niveau de confiance, sachant que 92% des personnes ont l'impression de devoir faire attention en ayant des relations interpersonnelles avec des autres. Les problèmes de confiance touchent les interactions sociales. Il faut bien comprendre la nature de la violence au Nigeria et ses causes qui vont au-delà des tons ethniques et religieux qui semblent animer cette animosité. Une façon de voir les choses étroite qui réduit l'insécurité à un récit unique de persécution et de meurtre de masse des chrétiens au Nigeria nous empêche de voir la complexité de la violence et des relations interconfessionnelles. La violence ethnique et religieuse, ainsi que les théories du complot et les discours haineux, alimentent les flammes longtemps alimentées par les échecs répétitifs du gouvernement. Il existe des crises qui se chevauchent. Dans tous les coins du pays, la population est touchée par la violence et la criminalité. Les menaces à la sécurité sont plurielles et organisées. L'extrémisme religieux, la concurrence entre les peuples qui veulent accéder aux ressources et d'autres conflits demeurent. La pauvreté et les contestations politiques alimentent le problème. Les leaders politiques nigériens ne cultivent pas l'unité. Bien plus souvent, les leaders alimentent les tensions en campagne électorale pour détourner l'attention de leurs échecs face à la population qu'ils ont promis de servir. Le climat des élections de 2023 ont illustré ces tensions. Le Nigeria était
à la veille ou est à la veille d'une autre campagne et la religion sera un grand facteur de l'élection de 2027, ce qui aura des répercussions sur le comportement des électeurs. La sécurité s'empire au fil des ans. Quand on ne se concentre que sur le meurtre de chrétiens, on ne se rend pas compte du fait que la religion n'est qu'un facteur secondaire plutôt que le moteur principal du conflit. De nombreux incidents ont eu lieu. L'extrémisme et l'intolérance ne représentent qu'une partie des meurtres dans le pays. En 2022, une étude réalisée par un projet qui s'appelle ACLED a révélé que de 2000 à 2022, la violence ciblant les chrétiens en raison de leur identité ne représentait que 5% des événements qui ont ciblé les civils. Beaucoup de différents groupes ethniques dans les villages agricoles ont été ciblés. Je vais vous demander de conclure parce que le temps qui vous était consacré est terminé. Merci beaucoup. Revenons aux causes profondes et ce que la communauté internationale peut faire. Sans rentrer dans le détail, la communauté internationale peut travailler avec les communautés de l'ensemble du Nigeria pour mieux comprendre ce qui alimente les conflits. Il est contre-productif de considérer qu'un conflit est alimenté que par la religion ou de mettre l'accent sur un seul groupe alors que de multiples facteurs sont en jeu. Une autre approche est nécessaire, que ce soit pour le Nigeria ou la communauté internationale. La communauté internationale doit considérer comme le Nigeria comme un partenaire stratégique et une démocratie naissante. Le gouvernement nigérien doit demander des comptes parce que le peuple en a besoin. Ça doit être une priorité. Merci. J'invite maintenant le Dr Bennett de l'Institut sur la liberté religieuse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la lumière des témoignages déjà donnés, je vais raccourcir mes commentaires pour mentionner ce qui n'a pas été mentionné par mes collègues. Le Nigeria est un pays en crise. Les intersociétés estiment qu'entre 2009 et 2023, au moins 52 000 chrétiens ont été tués. 18 500 ont été enlevés et sont très probablement décédés. Et plus de 20 000 écoles et églises chrétiennes ont été attaquées. Depuis 2023, cette persécution continue. Entre janvier et août de cette année, 7 000 chrétiens ont été massacrés. Les milices brûlent des maisons, des cultures et font expulser les peuples de leur territoire. Mais il n'est pas seulement question de litiges sur des terres et sur les ressources. Dans les sous-comités comme celui-ci, on entend des gros chiffres. On parle de gens qui souffrent et dont les droits humains sont brimés. Je nous rappelle à tous ici que chacune de ces personnes était un être humain unique et irremplaçable. Des gens qui avaient une âme et une famille. Donc ces chiffres sont absolument épouvantables à la lumière de ce point de vue. Les musulmans sont aussi persécutés, comme vous l'avez entendu. Par exemple, les factions de l'insurgence Boko Haram sont des djihadistes purs et durs qui font ce qu'ils considèrent comme étant une guerre sainte. Mais ces djihadistes ont aussi tué civils musulmans et chrétiens. Boko Haram ne fait pas la différence entre les deux.
Encore une fois, les raisons de ces tueries sont complexes. Depuis mars 2010, cette persécution touche davantage de zones dans le pays. 2,7 chrétiens sont tués par musulmans tués entre 2019 et 2023. Ici, je fais référence à une étude d'un observatoire des libertés religieuses en Afrique qui essaye de comprendre la nature de la persécution. Encore une fois, les musulmans sont très touchés par la violence, mais il faut bien comprendre les proportions dans la mesure où les chrétiens sont davantage ciblés. Qu'en est-il des autorités? Comme James Barnett, un expert, l'a noté, le Nigeria vit différents conflits qui se chevauchent. Tous ces conflits, beaucoup de ces conflits, mais pas tous, sont de nature religieuse, ce qui complique le rôle des autorités qui doivent s'attaquer aux défis socio-religieux et socio-économiques du pays. L'insuffisance de l'action par les gouvernements et la complicité alléguée par les forces de sécurité permet la persécution religieuse de se répandre comme un cancer et de cibler les communautés musulmanes Hossa nord-ouest. Où que se déroulent ces attaques, l'armée n'a pas su réagir. Les milices sont en train de fonctionner avec impunité. Le gouvernement nigérien et ses forces armées sont incapables de réagir avec force. Et je voudrais insister sur le fait que la liberté religieuse est violée, non pas en raison de restrictions publiques sur la religion, mais surtout parce que les autorités civiles n'ont pas été en mesure de répondre aux hostilités sociales qui se manifestent sous la forme de persécutions religieuses. Pourquoi a-t-on fermé les yeux sur cette situation? D'abord, parce que l'Afrique ne fait pas partie du discours dans l'Occident. C'est un problème endémique qui ne se limite pas au Nigeria. Deuxièmement, on minimise le rôle de la religion dans les conflits comme celui-ci. Les acteurs de la politique étrangère sont équivoques et minimisent ou représentent mal les éléments religieux importants qui demeurent dans ces attaques. Cette attitude est aussi visible en Irak lorsque les conflits ont eu lieu à ce moment-là. On comprend mal les relations sociales, la religion, mais aussi la culture, la politique et l'activité économique. Par conséquent, les États ne sont pas capables de réagir à ces situations. Comme je l'ai déjà mentionné, les diplomates doivent mieux comprendre la religion pour se montrer efficaces dans les différentes régions du globe. Donc, que faire? Affaires mondiales, Canada peut travailler sur la liberté de religion et de croyance afin de mettre en œuvre des programmes et des initiatives pour répondre à la persécution. Affaires mondiales peut réorienter son approche pour les programmes à l'intérieur du pays en élargissant son partenariat avec des agences fondées sur la religion qui soient fiables. Des exemples peuvent être, par exemple, Aid to the Church in Need, Christian Aid, etc. Affaires mondiales peut mettre en place un programme obligatoire de formation en religion pour cibler des modules propres à certains pays afin de régler certains problèmes religieux. Il faut comprendre ce qui se passe avant de pouvoir agir sur le terrain. Merci à tous les témoins. Maintenant, je donne la parole aux membres pour une période de questions-réponses et je commence avec Monsieur Majumba. Vous avez la parole pendant 7 minutes. Merci. Merci à tous ceux qui ont témoigné et ceux qui ont été témoins des centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie. Je vais peut-être commencer avec vous, monsieur. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce conflit n'est pas mis en avant dans les médias internationaux ou même dans nos débats nationaux. Nous représentons beaucoup de Nigérians chrétiens au Canada. On commence à un niveau macro. Les politiques internationales ont été rendues laïques. Il y a des leaderships qui
émergent et puis qui disparaissent. Parfois, on va voir des plans environnementaux, etc. Mais le sous-texte ici, c'est une population et des peuples dont la démographie n'a pas cessé de changer au cours des 15 dernières années. Et surtout au cours des dernières années. La croissance de la population chrétienne est particulière au Nigeria. Et c'est une réalité, surtout dans le nord de l'Afrique, qui font face à une résistance des fanatiques. Les ressources africaines sont en jeu entre le modèle occidental et le modèle de Pékin. Cette conversation entre la religion et la politique étrangère, c'est quelque chose qui vous a intéressé pendant longtemps, sur la base de la vie chrétienne en Afrique et plus particulièrement au Nigeria. Quelle est votre quelle est votre réflexion sur la réalité et à côté de quoi passent les décideurs et les législateurs? La religion joue un rôle important dans la vie. Nous vivons ici au Canada dans un pays très laïque. Nous n'avons pas l'habitude de mobiliser les acteurs religieux. De la même façon, nous allons consulter différents chefs religieux. Mais dans un pays tel que le Nigeria, ou comme dans d'autres pays, les acteurs religieux sont des acteurs importants, non seulement dans la vie culturelle et religieuse, mais aussi dans la vie socio-économique et politique. Et ces chefs ont de l'influence. Il faut les mobiliser, donc, mais aussi les diplomates occidentaux doivent savoir parler la langue de ces personnes, c'est-à-dire savoir quelles sont les choses, quelles sont ce qui compte. Si on n'a pas cette facilité linguistique, eh bien, on ne leur rend pas service, mais aussi on ne sert pas les intérêts du Canada. Si on ne peut pas avoir cette mobilisation profonde et tisser des liens profonds qui vont nous permettre d'avoir un réseau et si on ne peut pas comprendre la dynamique d'un certain pays, c'est un peu le talon d'Achille que nous avons eu au cours de plusieurs décennies. Merci beaucoup. C'est une réalité de la vie quotidienne de tous les jours. Au Nigeria, vous savez que 18 000 églises ont été détruites dans l'ensemble du pays, ce qui démontre une violence dans tout le pays. À quel point est-ce que ce niveau de destruction est sans précédent cette destruction contre des édifices religieux? C'est sans précédent. Depuis que j'ai été pasteur en 2013, j'ai connu la destruction et la persécution religieuse, que ce soit en Égypte, à Myanmar, mais je ne me souviens pas d'une persécution à cette échelle. Nous avions un programme très efficace au Nigeria, et d'ailleurs, ça avait prédaté la forme actuelle de l'association. Nous avions mis en place des signaux précurseurs pour éviter que les choses ne s'emballent. En tant que Canadiens, nous avons été donc au Nigeria dans le passé avec des partenaires. Nous avons pu travailler avec eux, mais la situation est tellement critique actuellement que nous devons vraiment mobiliser nos partenaires de façon bilatérale, multilatérale. Et je pense que avec des organisations qui ont une connaissance profonde de ce qui se passe sur le terrain et collaborer avec eux pour que nous puissions répondre à ces questions au niveau communautaire. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Younous, avec la minute et demie qui me reste. Vous savez, des centaines de milliers de personnes ont été tuées. Donc ce conflit s'étend sur toute la région. Selon vous, comment est-ce que cette question a pu durer aussi longtemps au Nigeria? Monsieur Namado? Oui, nous attendons votre réponse.
Est-ce que vous pouvez répéter la question? Peut-être que je peux réclamer ce temps et je vais poser une troisième question au révérend Bennett. Vous avez été le pionnier concernant des outils pour que le Canada et d'autres pays puissent soutenir des communautés religieuses en crise. Vous avez parlé de certaines solutions très pratiques. Est-ce que vous pouvez approfondir sur ce que notre pays et Affaires mondiales peut faire de façon plus pertinente pour soutenir les chrétiens au Nigeria? Comme je l'ai dit, je pense que nous devons travailler de façon plus étroite avec des organisations religieuses. Nous avons certaines qui sont ici présentes en tant que témoins. Mais je pense aussi qu'il faut être novateur dans la programmation. Et il faut s'intéresser aux pratiques exemplaires de nos alliés, y compris les alliés qui sont peut-être plus engagés au Nigeria que nous-mêmes. Le secrétaire du Commonwealth a une présence qui est très efficace. Donc je pense que nous devons être plus novateurs dans la façon d'approcher ces situations particulières en mobilisant des partenaires que nous n'avons pas mobilisés dans le passé. Merci. J'ai peut-être encore 30 secondes qui me restent. 25 secondes. Très bien. Monsieur von Riederman, comment est-ce que la situation au Nigeria contribue à cette crise et surtout la charia? Le problème avec la charia, c'est qu'elle est intégrée au code pénal et c'est appliqué à tous les citoyens de façon égale dans le nord du Nigeria. Bien sûr, avec un risque non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans, notamment en ce qui concerne des questions d'expression religieuse et la violation claire. C'est une violation claire des droits de la liberté religieuse. Merci. Maintenant, je souhaite inviter Madame Anita Van Elberg. Vous avez 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les témoins, particulièrement ceux qui ont vécu des tragédies au sein de vos familles et de votre réseau. J'espère que nous allons pouvoir mettre un peu de lumière sur une situation qui n'a pas assez d'attention. J'aimerais commencer avec Madame Onubogu. Vous avez parlé de sursimplification du conflit. Vous avez parlé un peu des causes profondes et vous alliez approfondir à ce sujet lorsque vous n'avez plus eu le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cela? Vous avez dit que la religion est un facteur secondaire et qu'il fallait s'intéresser à toutes les facettes pour pouvoir éviter et même mettre fin à cette violence. Est-ce que vous pouvez approfondir à ce sujet, s'il vous plaît? Madame Onubogu, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'essayais d'allumer mon micro et ça ne fonctionnait pas. Merci beaucoup pour cette question. Je vous remercie de me permettre d'approfondir à ce sujet. Moi, j'ai grandi dans l'État de GS. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai grandi à GS. Et j'ai été touchée directement par cela. Et je vois, et je suis vraiment consciente des effets de cela sur les communautés. Et on voit qu'il y a des couches. Il y a la couche politique. Il y a aussi le manque de confiance dans les communautés. Et tous ces facteurs ont eu lieu pendant des années. Donc c'est très important de s'assurer que le discours ou la façon de s'intéresser à cette question tienne compte des différentes couches et de la complexité qui se retrouve dans cette question. Donc, ce n'est pas une bonne idée de se dire simplement que la religion est
est la cause du conflit. Mais c'est une situation très complexe. C'est très difficile de se dire que c'est seulement la religion qui entraîne le conflit. Parce que du coup, nous avons de la difficulté à régler ce conflit. Parce que les causes sont à facettes multiples, elles se superposent. Ça peut être un manque de réponse du gouvernement. Pendant des années, le gouvernement n'a pas réagi, ce qui a donné lieu à un autre discours. Et c'est important de comprendre quelles sont les difficultés institutionnelles à l'intérieur du gouvernement qui entraînent ce manque de réaction. Quelles sont les difficultés au sein des communautés qui entraînent aussi l'incapacité de répondre à cette question ou à ces problèmes. C'est un problème complexe. On doit pouvoir passer à travers toutes les couches. Et je pense qu'un autre témoin a parlé de cela. Il faut aller au niveau communautaire, parler avec les gens qui sont directement touchés par ces conflits. Ils savent exactement là où ça fait mal. Ils comprennent les difficultés dans leur communauté. Et je pense que lorsque nous commençons à faire cela, lorsque nous commençons à comprendre la complexité du Nigeria, nous allons être plus à même de résoudre les problèmes que nous voyons. Vous avez aussi parlé de l'échec de la gouvernance et l'impunité. Le Nigeria est un des pays prioritaires pour le Canada dans son programme antiterroriste. Donc, pour la communauté internationale, comment faire pour la prévention et pour accroître la capacité et pouvoir mieux gérer cette situation? Je parle de ma compréhension dont les partenaires américains collaborent avec le Nigeria. Je ne peux pas vous parler exactement du Canada et le Nigeria, mais les États-Unis ont offert beaucoup de soutien pour lutter contre le terrorisme. Mais même ces efforts au cours du temps n'ont pas empêché la menace d'accroître. Donc, Nigeria est parmi les 10 pays les plus dangereux qui ont été touchés par ces menaces de terrorisme. Et ça ne cesse de croître. Depuis que le Nigeria a été indiqué dans l'indice international concernant le terrorisme. Donc, c'est un problème systémique. Ce sont des difficultés institutionnelles. Et quand on pense à la sécurité au Nigeria, on doit réfléchir aussi à toute l'architecture de la sécurité du Nigeria. Parfois, les gens ne comprennent pas comment l'architecture nigériane fonctionne. Il n'y a pas de police d'État ou de police communautaire. C'est une police centrale. Beaucoup de ces conflits se passent au niveau local. Le système est tellement centralisé qu'il faut appeler la capitale avant d'obtenir un agent de police qui se rend au niveau local. Et bien souvent, les agents de police postés à cet endroit-là, à la capitale plutôt, vont devoir répondre. Et ces conflits se déroulent dans les zones rurales et locales. Donc voilà le problème. Le Nigeria a essayé à plusieurs reprises de réformer son service de police, mais ça n'a pas été efficace. Donc il faut renforcer le système de police local. On parle souvent du matériel, mais il est plutôt question ici des localités en plus du renseignement. Monsieur Ousmani, vous avez mentionné la complexité, les échecs du gouvernement, le besoin de travailler avec les communautés locales. Pourriez-vous commenter ces mêmes questions? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Comme la personne précédente l'a mentionné, à juste titre, il est difficile de simplifier ce qu'il se passe au Nigeria. Je m'appelle Mohamed Ousmane. Tout le monde penserait que je suis musulman. Mon père est musulman, ma mère est chrétienne.
J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et certains de mes frères et sœurs sont chrétiens, d'autres n'ont pas de confession prononcée. Le nom ou la tribu ne suffit pas pour classer quelqu'un, alors que chez les musulmans, si vous n'êtes pas musulman, vous êtes par défaut chrétien. Les problèmes du Nigeria émanent d'un échec du gouvernement. Quand Boko Haram est arrivé, le président a changé. Le vice-président était un pasteur. Pendant plusieurs années, le vice-président n'a rien fait. Aujourd'hui, la femme du président est pasteur. Donc la religion est un problème. Pourriez-vous conclure, s'il vous plaît? Le problème principal n'est pas que la religion, mais on en profite pour attaquer les gens sur la base de leur foi, alors que c'est au gouvernement de s'attaquer à l'insécurité. Merci. Monsieur Brunel-Duceppe, vous avez 7 minutes. Monsieur le Président, merci aux témoins d'être ici avec nous. J'étais malheureusement à un événement avec les Tibétains juste avant. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps avant que j'arrive, mais j'arrive juste à temps. J'aurais une question pour Mme Onubugu. Est-ce que c'est possible de savoir les causes de la situation actuelle semblent quand même multiples? Et d'après vos travaux au CSIS, quelle est aujourd'hui la principale dynamique qui alimente l'instabilité au Nigeria? I think to your question about... Pour répondre à votre question sur la dynamique qui alimente l'instabilité au Nigeria, la réponse est complexe en fait. Aujourd'hui, cette année, le Nigeria fête 26 ans de règne civil ininterrompu depuis l'indépendance du pays qui était acquise en 1960. Cette année, nous marquons 26 ans de règne civil ininterrompu. Le Nigeria est encore en train d'essayer de mettre ses aspirations de démocratie, en fait, de faire un alignement entre ses aspirations et ses institutions démocratiques. On l'a vu à maintes reprises. Cette question de l'instabilité qui devient de plus en plus complexe et qui s'accumule avec le temps parce que les élections ont donné lieu à des gouvernements successifs qui ont fait des promesses. C'est à ce moment-là que l'on voit que la capacité institutionnelle ne correspond pas aux capacités d'agir. Ensuite, la question de la volonté politique. Beaucoup des conflits au Nigeria, comme je l'ai mentionné, avec les élections qui se dérouleront en 2027, nous avons vu à maintes reprises que l'ethnicité et la religion ont été instrumentalisées par les acteurs politiques simplement pour leur permettre d'accéder au pouvoir. Ensuite, impossible d'aider celles et ceux qui... plutôt de demander des comptes à celles et ceux qui nous ont aidés à se faire élire. Le peuple souffre parce que la classe politique manipule la religion et l'ethnicité pour ses propres gains personnels. La question va plus loin que la religion. Il faut se tourner vers la politique, le pouvoir, la sécurité et le fonctionnement de la société. Il faut comprendre les liens profonds entre ces éléments afin d'identifier les causes profondes et les solutions véritables et durables à apporter pour éliminer le conflit. Justement, dans vos travaux, est-ce que vous êtes en mesure de, moi je dirais bien ça, de distinguer les violences qui sont motivées par des facteurs religieux de celles liées, par exemple, à des rivalités territoriales ou économiques? Est-ce qu'il y a moyen justement de distinguer les différents motifs de violence sur le territoire du Nigeria?
Yes, there is. Oui, absolument. Il existe des conflits et des exemples où l'on voit clairement la raison et les motivations religieuses. On l'a vu par exemple dans l'État Sokoto où règne la charia. Le peuple a subi des atrocités ou a été accusé de blasphème et ce sont des faits religieux. Dans d'autres environnements, c'est un mix et c'est là que les choses se complexifient. Donc, quand je vous parle de questions qui se chevauchent, quand le gouvernement nigérien lui-même doit admettre et en être capable et d'admettre quand le conflit est seulement alimenté par la religion et les incidents qui sont provoqués par la religion, d'un côté, tout en admettant l'existence des conflits qui sont mixtes et plus complets. C'est souvent là que se creuse le fossé. Il faut que les élus distinguent les différents types d'incidents. Et dans certains cas, il faut qu'ils admettent que la religion a eu un rôle important à jouer dans le conflit. Quel rôle peut jouer la communauté internationale? Et là, je parle autant de l'Union africaine que d'un pays comme le Canada, que d'un regroupement comme l'Union européenne, par exemple. Quel rôle on peut s'attendre à ces entités-là à l'international? Quel rôle pourrait-il jouer dans ce qui se passe présentement au Nigeria? Est-ce qu'il y a des forums possibles où on pourrait avoir des discussions qui auraient un impact sur le territoire du Nigeria, à l'international, je veux dire? I think there are different. Je pense qu'il existe différentes façons de faire en sorte que ces conversations puissent avoir lieu. Comme mentionné, les acteurs religieux au Nigeria et en Afrique de façon générale. Donc, au Nigeria, les leaders communautaires et les acteurs religieux ont un rôle important dans l'identification des communautés et dans le travail auprès d'elles. À qui fait confiance le peuple, les leaders des communautés, les leaders traditionnels ou les leaders religieux, bien avant les acteurs de la sécurité. La communauté internationale doit créer un espace où les acteurs peuvent se rassembler et échanger. Le Nigeria est un pays important. Relations US-nigérianes, Canada-nigériane. Et même sa position dans la communauté de nations internationales. Il est donc temps d'avoir un dialogue avec le Nigeria de façon honnête et à l'écoute des acteurs qui se sont sentis mis de côté afin de rassembler les gens autour d'un véritable dialogue honnête. Nous avons l'occasion de le faire et c'est le bon moment. Il faut avoir ce type de dialogue. Le cycle de violence dure depuis trop longtemps et le peuple, quelle que soit leur identité religieuse, chrétienne ou musulmane, tous sont d'accord sur le niveau d'insécurité. Merci, madame. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite Mr. Fred Davis to take the floor for 5 minutes. Vous avez 5 minutes, monsieur. Merci, monsieur le président. Le débat autour des questions sous-jacentes sociales émanant d'un gouvernement qui fonctionne mal, tel que décrit plus tôt, ainsi que les questions qui se chevauchent, le manque d'infrastructures, du côté de la sécurité, le manque de services de police, la sécurité des communautés, les jeux politiques,
J'ai une question générale à poser à M. Bennett, à Dr. Bennett, si vous le permettez. Qu'est-ce que l'on doit faire en premier et que peut faire le Canada, sachant que la complexité des problèmes de terrain, et vous avez mentionné plutôt la barrière de la langue à laquelle sont confrontées les démocraties occidentales désireuses de reconstruire alors qu'elles ne sont pas fondamentalement capables de communiquer sur le terrain. Comment bâtir ce pont et entamer une démarche canadienne? Pour commencer, je suis expert de la liberté religieuse, pas nécessairement du Nigeria. Il faut mettre l'accent sur les forces du Canada. Comment appuyer la construction d'une société civile? Nous sommes très forts dans ce domaine, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. Il faut travailler avec les acteurs religieux d'une façon respectueuse de leurs identités, tout en cherchant à comprendre leur rôle dans la société, tel que mentionné à l'instant. Il faut donc chercher à comprendre les modes d'action du Canada qui émanent de nos forces. Pour ce qui est des besoins du Nigeria, grosso modo, je reprends les propos des autres témoins. Construire une bonne gouvernance, réformer l'appareil de sécurité. Mais je laisse la place aux experts. C'est à eux de commenter. Les questions auxquelles je peux répondre relèvent de la liberté religieuse. Monsieur Ousmane, souhaitez-vous reprendre ce thème? Avez-vous des propositions à adresser au gouvernement et au pays pour rechercher ensemble la paix et la sécurité? Merci beaucoup. Oui, un mot. La responsabilité. Le Canada dispose des ressources pour demander au Nigeria et au gouvernement nigérian des comptes. Le Canada peut poser les questions difficiles. Je ne pense pas que le monde a demandé suffisamment de comptes au Nigeria, principalement aux leaders. Les rumeurs tournent sur l'équipement qui est meilleur que l'équipement de l'armée. Donc, le gouvernement canadien doit demander des comptes au Nigeria et exiger des réponses claires sur ce qu'il se passe sur le terrain et sur ce que le Canada peut faire pour résoudre les problèmes d'insécurité. Je suis Canadien et je suis Nigérian. Je ne voudrais pas que le Canada se limite à aider les chrétiens. Ce n'est pas ainsi que le Canada doit se représenter. Le Canada doit contribuer à la résolution du problème de l'insécurité et c'est un gros problème. Il y a plusieurs différentes choses. Il y a l'enlèvement, il y a avec des demandes de rançon que les familles ne peuvent pas payer. Donc moi, je dirais le Canada doit demander au gouvernement de rendre des comptes de ce qui se passe. Merci. En tant que Canadien et Nigérian, selon vous, comment est-ce que pensez-vous de la façon dont les médias ont couvert le conflit? Je suis nouveau député et j'ai été frappé par le manque de couverture médiatique continue, surtout des problèmes, et plus particulièrement le manque de discussion concernant les solutions. Est-ce que vous pouvez faire des commentaires à ce sujet? Oui, je peux. Vous savez, on ne peut formuler de commentaires que sur des choses que nous avons entendues ou bien des lieux où nous sommes allés. Par exemple, un des témoins a dit qu'il n'y a pas de force de sécurité, il n'y a pas de médias. C'est là qu'ont lieu les violences. J'avais des
qui devaient aller dans le nord. Et pour aller dans ce village, il fallait monter sur des vaches. Il n'y a pas de couverture médiatique dans ces régions-là. Un Nigérian moyen va voir la couverture médiatique et va dire ce n'est pas juste. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une persécution? Oui. Mais on donne l'impression que le Nigeria tue les chrétiens, comme si le Nigeria avait quelque chose contre les chrétiens. Et ça rend les gens très malheureux parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pays qui a un problème avec la chrétienté. Nous sommes un pays avec de mauvais leaders qui ne s'attaquent pas à la question de l'insécurité. Je n'ai plus de temps, très bien. J'ai seulement donné quelques secondes supplémentaires pour qu'il puisse terminer ses commentaires. Vous avez 5 minutes, Monsieur Zuberi. Merci aux témoins d'être ici aujourd'hui, par vidéoconférence et en personne. Je souhaite reconnaître Madame Rosemary Esseni. Merci d'avoir fait part de votre récit de la tragédie qui s'est abattue sur votre ami, vos amis. J'aimerais permettre à Monsieur Osman de poursuivre ses commentaires. Vous n'avez pas eu le temps de finir votre histoire personnelle. Comment est-ce que votre histoire personnelle peut être un exemple sur une façon d'aller de l'avant au Nigeria? Je viens d'une grande famille de l'État de Benue. Nous sommes d'une tribu. Nous sommes le panier du pays. Avant de venir ici, j'ai appelé mon père et j'ai dit je viens faire ici. Il était très fier de moi. Il m'a donné une liste de communautés et lorsque les gens viennent, ils ne demandent pas quelle est la religion, mais la police ne répond qu'au gouvernement fédéral, pas à l'État. Nous avons un gouverneur dans notre État qui est chrétien, mais il ne peut pas s'attaquer à ces questions. Un ami de mon père, qui est un officier de police, a été enlevé. On n'a pas pu payer la rançon, donc il a été tué. Ils ont enlevé tout un bus, plein de personnes. Et si les gens n'arrivent pas à payer la rançon, eh bien, les gens sont tués. Il n'y a pas de couverture médiatique à ce sujet. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'on lit les nouvelles qui décrivent le Nigeria comme un pays qui s'en prend aux chrétiens, cela rend les Nigérians pas entendus. Il y a un grand problème de sécurité, que ce soit pour les gens dans les villages, les femmes, les enfants. C'est bien plus grand que cela. Merci. Je sais nous avons 100 000 Canadiens qui proviennent du Nigeria. J'ai une relation très étroite avec beaucoup d'entre eux à Montréal. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent aujourd'hui. Quels sont les conseils que vous avez pour les Canadiens qui viennent du Nigeria lorsqu'ils en parlent au travail? Comment est-ce qu'ils peuvent parler des difficultés que rencontre le pays? Quels sont vos conseils? Pour moi, le conseil, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur nous. Le Nigeria est un pays avec des familles nombreuses. Il y a beaucoup de responsabilités lorsqu'on a ces coups de fil. On doit soutenir les gens. Nous prions beaucoup, nous sommes très religieux, nous allons continuer de prier. Et nous rendons des comptes auprès de les chefs de nos communautés. Le député de ma région est très passionné. Tamara Cronis, elle prend nos conseils. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que j'ai le privilège d'être ici aujourd'hui. Nous sommes des gens résilients, nous avons la foi, nous avons une bonne relation avec les pasteurs et nous voulons faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe et nous partageons des idées pour améliorer le pays. Madame
j'aimerais poser la même question à Mme Onubogo. Que peuvent faire les Canadiens d'origine nigériane pour aider dans cette situation? Merci beaucoup pour cette question. Je vais parler de cela d'un point de vue un peu plus international puisque je ne suis pas canadienne. Oui, à votre guise. Oui, je vais parler plus de ce que peut faire la communauté internationale pour essayer de résoudre ce problème. Le Nigeria est un pays important et on ne peut pas l'ignorer. C'est un pays où la population en 2050 va dépasser la population des États-Unis. Ce pays, c'est un pays qui a plus de 220 000 habitants. 20 millions de personnes sont très jeunes. C'est une population vibrante et qui sont pleins de vie et qui veulent que des choses se passent. Et il y a la possibilité pour les Nigérians de collaborer indépendamment de leur religion. Et je pense que les données sont là pour montrer que les Nigérians souhaitent travailler ensemble pour sensibiliser les gens par rapport à cette question, par rapport aux préoccupations, au manque de gouvernance. Les Nigérians, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Merci. Merci, je m'arrête là. L'État pour 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, mon président préféré. Monsieur Révérend Nmadou, si je peux m'adresser à vous, j'aimerais que, si c'est possible, est-ce que vous pouvez nous décrire les formes actuelles les plus fréquentes de violence que subissent actuellement les minorités qui sont visées dans les régions les plus touchées? Madame, can you answer, please? Est-ce que vous pouvez répondre, madame, s'il vous plaît? La question s'adresse à Christian Solidarity Worldwide, Nigeria. Ils ne sont pas là? Ils ne sont pas là. OK, parfait. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je suis arrivé maintenant. Peut-être, Mme Onubogo, est-ce que vous pourriez continuer sur la question qui vous a été coupée la dernière fois? Je vous donne un peu de temps pour terminer la question. La réponse, en fait. Thank you very. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je conclurai en disant que la possibilité pour le Nigeria dépasse les difficultés. Et c'est important que tous les Canadiens, Américains qui proviennent du Nigeria, tous ceux qui appartiennent à la communauté internationale soient solidaires avec le peuple nigérian. Parce qu'il y a plus de choses qui lient les Nigérians que de choses qui les séparent. Monsieur Bennett, selon vous, quelle devrait être la priorité du Canada présentement par rapport à la situation, oui, au Nigeria, mais en termes de liberté religieuse? C'est une question large, mais importante. Je pense que la priorité pour le Canada doit être une reconnaissance, comme je l'ai dit avant, du fait que la religion anime la plupart des pays. Et la religion est un facteur important, une façon importante pour les pays de se comprendre, de se mobiliser et d'interagir avec le monde. Moins nous savons comment interagir de façon religieuse dans un contexte de politique internationale, eh bien nous allons avoir un désavantage du point de vue diplomatique. Si nous ne pouvons pas comprendre les gens qui sont religieux. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais ambassadeur pour la liberté
religions. Un des hauts commissaires est venu à Ottawa pour une visite. Et il avait été dans 2 pays où il y avait une population, un mélange de population musulmane et chrétienne. Et le haut commissaire est revenu et m'a dit qu'il avait rencontré un Was this the Anglican bishop? un évêque. Est-ce que c'était un évêque catholique? J'ai demandé et la réponse était je ne sais pas, je n'ai pas étudié la théologie, donc comment est-ce que je peux faire pour savoir? Et c'était une réponse un peu surprenante de la part d'un diplomate canadien. Cet évêque dans ce pays, après avoir... C'est comme si on avait rencontré le Premier ministre et puis qu'il avait dit je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré le ministre X ou Y? Et puis qu'ils disent non, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la politique. Donc, nous sommes une société très laïque. Mais si nous voulons offrir nos compétences canadiennes, nous devons pouvoir tisser des relations à ce niveau-là. Parce que c'est comme ça que fonctionnent ces sociétés. Donc, on doit vraiment essayer de travailler avec cet angle mort diplomatique. Et ça passe par la formation des diplomates pour qu'ils puissent être efficaces sur le terrain. La priorité, déjà en partant, devrait être au moins la formation correcte des diplomates, plus en profondeur dès qu'on touche aux questions religieuses. Yeah, I would say it's really. Je dirais que les diplomates devraient pouvoir aborder des situations comme des conflits et comprendre les différentes manifestations de ce conflit et voir comment ça interagit. Si on gère une crise humanitaire, mais on ne sait pas qu'il y a des antécédents humanitaires, coloniaux, économiques, si nous ne comprenons pas tous ces facteurs, eh bien, on ne peut pas agir de façon efficace sur des questions qui ont des facettes multiples. Je ne dis pas qu'on doit être des théologues, mais on doit comprendre certaines questions religieuses. Quel effet concret, selon vous, par exemple, pour une situation, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, quel effet concret ça aurait, par exemple, pour la situation qui prévaut présentement au Nigeria? So again, as I Rapidement, mentioned, quick answer, please. Rapidement, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, je pense qu'il faut trouver des moyens pour le Canadien d'agir dans cette situation avec ceux qui sont les mieux placés. Il faut prendre les choses aussi à partir de leur point de vue et non pas seulement du point de vue canadien. Merci. Je donne maintenant la parole à Mme Tamara Cronis. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier tous les témoins. Vous nous avez donné des nuances et des témoignages très complets qui nous donnent un aperçu de la complexité de la situation au Nigeria. J'aimerais me concentrer sur les effets humains du conflit. Madame Essene, vous avez parlé d'un ami qui était un prêtre et qui a été tué avec un autre collègue et d'autres personnes dans une église catholique au centre du Benue. Tout d'abord, je veux vous dire que nous rendons hommage à leur mémoire. Je reconnais que le conflit a plusieurs facettes et qu'il n'y a pas que la religion qui le cause, mais les effets de ce conflit se manifestent d'une façon très personnelle lorsque c'est notre Église qui est brûlée. Vous avez parlé de communauté. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu sur ce à quoi ressemble, à quoi est-ce que ce conflit ressemble pour une famille chrétienne qui essaie de rester en sécurité dans ce conflit? Thank you guys for having me. So, Merci de m'avoir invité. the issues Les problèmes autour de Middleburton au Nigeria sont semblables à ce que mes collègues ont mentionné. Les forces de police sont centralisées. Les QG
de police fonctionnent de façon centralisée. Par conséquent, les personnes qui vivent dans les terres où il n'y a pas de médias, pas de police et pas d'accès à l'État ou d'accès faible à l'État, pour les gens qui sont dans ces endroits, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas circuler librement, donc ne vont pas à l'église. Les gens sont ciblés. Et on craigne donc de se rendre sur les fermes. Beaucoup ont peur de circuler librement dans la communauté. Beaucoup de personnes sont déplacées en interne et vivent dans des camps. Quel est le mot? Je cherche. C'est des gens qui ont été sortis de leur communauté et qui vivent dans des camps. Ils ne sont pas libres, ils vivent dans des camps pour personnes déplacées en interne. Dans inaudible. Excusez-moi, il y a des échos. L'interprète signale des échos, interprétation difficile. On a un problème technique, je crois. Merci beaucoup. Monsieur Ousmane, je vais revenir vers vous. Merci d'avoir fait le voyage pour être en personne avec nous. La diaspora nigérienne au Canada est grande et elle grandit. Vous représentez très bien l'ensemble de votre communauté. Je vous suis reconnaissante. Quel est le rôle du conflit au Nigeria dans la décision des Nigérians qui décident de venir au Canada? Merci pour cette question. Beaucoup. Parce que beaucoup de zones rurales au Nigeria ne sont pas sûres. L'insécurité règne. Si vous avez les moyens d'y vivre, on va s'attaquer à vous parce que vous avez les moyens. Le problème ne se limite pas à la religion. Le manque d'emploi, l'insécurité, la pauvreté. Dans un McDonald's au Nigeria, beaucoup de gens vont vouloir y trouver un emploi. Quand on choisit l'immigration, on espère un emploi et la sécurité du Canada. Les Nigérians apprécient ces éléments, notamment les ressources et la possibilité de mieux vivre et d'aider nos familles chez nous. Beaucoup de gens migrent et les raisons sont variées, mais l'insécurité en fait toujours partie. Inaudible, micro. Madame, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je commence avec Monsieur Ousmane. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir parlé au comité de votre père. Vous avez mentionné avoir des frères et des sœurs et que certains sont chrétiens et certains sont musulmans. Vous avez parlé du fait que le Nigeria ne se définit pas que par la religion. Il y a aussi des différences ethniques et culturelles et sociales qui alimentent ces conflits et ces divergences. La question doit donc être posée. Pensez-vous que de se limiter au discours sur la religion et la division religieuse risquerait davantage d'isolation, de conflits et de création de camps rivaux? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Là où on est le Nigeria aujourd'hui, que vous soyez traditionnaliste, chrétien, musulman, vous accepteriez de l'aide venant de n'importe où. Comment
distinguer un type d'aide d'une autre. On ne va pas aider que les chrétiens. Il faut aider tout le monde. Séparer les Nigériens, on ne va pas les séparer de cette façon parce que nous sommes proches les uns des autres. Par contre, il y a la nuance de la visibilité. Quand le président publie sur Twitter certaines choses, on rate le cœur du problème. La situation est tellement affreuse aujourd'hui que nous accepterions n'importe quel type d'aide. Cela me fait mal au cœur de l'entendre, parce que le désespoir règne. Je suis très proche de plusieurs membres de la communauté nigériane. Je me suis entretenue avec eux, surtout au sujet de cette situation. La diaspora veut voir la paix et le respect au Nigeria, parce que c'est le cas ici au Canada, donc pourquoi pas à la maison aussi. Pensez-vous que c'est possible? La coexistence est-elle possible? Le temps passe, mais le déplacement interne, les camps de réfugiés sont-ils séparés? Parlez-nous du visage de ces déplacés. J'ajouterais que les Nigérians sont absolument certains et unis autour de ce qui suit. On ne veut pas devenir la Libye, la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons besoin d'aide, mais pas d'intervention. Les camps de personnes déplacées en interne sont à différents endroits. L'Église a beaucoup travaillé dans ces camps. Le gouvernement a aussi ses propres camps. Mais ces camps sont aussi utiles qu'ils sont réactifs et non proactifs. Nous avons besoin de solutions proactives aujourd'hui pour éviter que les gens se retrouvent dans des camps plutôt que chez eux. Voilà ce que nous cherchons. Donc, si quelqu'un appelle au secours, ce n'est pas pour des raisons ethniques ou religieuses. Non, c'est un cri et un appel au secours, oui. Pourriez-vous nous parler aussi des saisies de terre? Parce que bien souvent, ce sont les terres qui intéressent les gens qui commettent ces faits. Comment est-ce que ça se passe? D'où vient je ne veux pas dire courage, mais d'où vient la capacité de ces gens qui volent les terres des autres? Il y a beaucoup de rumeurs derrière tout cela. Comme je l'ai dit, il y a des terres très fertiles. Donc on a des rumeurs, de l'information. Beaucoup de ressources naturelles sont découvertes. Les rumeurs pullulent. Certains gouvernements financent l'extraction des ressources et chassent les peuples. Le Nigeria a toujours été une force militaire forte en Afrique, force militaire puissante en Afrique contre Boko Haram. Le Canada doit demander des comptes au Nigeria. Le Nigeria est une force, donc que se passe-t-il avec Boko Haram? Pourquoi ne résolvez-vous pas ce problème? Comme mentionné dans les autres témoignages, c'est une question de politique, mais aussi des avantages individuels qui en sont tirés. La religion fait partie de l'équation, mais ce n'est pas la raison principale. Merci pour votre témoignage. C'est ce que nous comprenons aujourd'hui. Ce n'est pas une question de division entre les cultes, votre religion contre la mienne. Non, il y a aussi des facteurs complémentaires et supplémentaires qui sont instrumentalisés. Vous mentionnez Boko Haram. Vous nous dites que Boko Haram tue aussi des musulmans. Donc, voilà l'une des raisons sous-jacentes, n'est-ce pas? Parce que leur idéologie est ce qu'elle est. Mais ils exercent aussi des violences à l'encontre de musulmans. Nous avons fait un gros dépassement. Je vous donne 10 secondes pour conclure. Merci beaucoup. Boko Haram n'était pas contre une religion ou une autre. Boko Haram est contre le pays. Si vous êtes musulman et que vous vous exprimez contre Boko Haram viendra brûler votre mosquée. C'est du terrorisme, tout simplement.
For 5 minutes, please. Monsieur Brunel-Duceppe, vous avez 5 minutes. Monsieur Ousmane, vous venez de... Oh, OK. Laissez le temps de... C'est bon? Vous venez de nous dire que le Canada devait demander des comptes au Nigeria, justement par le fait que normalement c'est une force en Afrique, mais que sur son propre territoire, il n'est pas capable de faire le travail, comme on dit. Lorsque vous dites le Canada doit demander des comptes, de quelle façon le Canada doit demander des comptes? Est-ce que ça passe par un système de sanctions envers certains officiels, certains chefs de l'armée? Est-ce que c'est ce genre de demande-là que vous faites ici au comité? Thank you so much for that question. Merci beaucoup pour la question. Pour être sincère, je n'ai pas nécessairement toutes les connaissances ou l'information nécessaires pour vous dire comment le Canada peut demander des comptes au Nigeria. Je suis responsable dans une banque et je dois me tenir moi-même pour responsable et je demande des comptes à mon personnel. C'est à moi de rendre des comptes si les choses vont mal. Les sanctions, je ne vais pas vous dire que je voudrais compliquer la vie de la population. Je ne pourrais pas appuyer la notion de mettre la population aussi en péril, mais les leaders doivent se poser les vraies questions. Ils ne peuvent pas simplement faire le tour du monde et traiter les Nigérians comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Que soit leur religion chrétienne, musulman ou traditionnaliste. Qu'importe la forme de relations internationales, les experts le sauront, mais le Nigeria doit pouvoir rencontrer le Canada et expliquer les problèmes, ainsi que ses besoins et les solutions, au lieu de faire le tour du pot et continuer de laisser des Nigérians innocents être tués. Vous nous avez aussi dit que pas une intervention que vous souhaitez, mais que vous avez besoin d'aide. Ça, c'est clair, je pense que c'est lancé ici. Ceci dit, qu'est-ce qui arriverait selon vous? Ça serait quoi les conséquences si justement il n'y avait qu'une inaction au niveau international par rapport à la crise présentement au Nigeria? Parce que je pense que c'est un peu ça aussi que les gens doivent comprendre au comité. Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence l'inaction internationale par rapport à la crise nigérienne présentement, dont l'inaction du gouvernement canadien? Okay, thank you so much again for that question. Merci pour la question. Toute inaction du Canada ou de la communauté internationale alimentera la peur et la situation continuera de s'empirer et rien ne changera. Les témoignages, plutôt, nous l'ont enseigné, les élections se dérouleront en 2027 et habituellement, les choses empirent à ces moments-là. Qui recevra les votes du Nord, du Sud, de l'Ouest? Là est la question. Qui sera le vainqueur de l'élection? On joue à la politique. On fait des promesses pour récupérer des votes. Le pouvoir est trop concentré, rien ne se passe. La peur de l'inaction du côté de la communauté internationale veut dire que la situation perdurera. Les lieux de culte seront incendiés, les gens continueront de mourir, les terres agricoles seront violées et le cercle vicieux continuera, on continuera d'en parler, rien ne se passera. Donc il se serait très très bon pour le Nigeria en tant que pays que la communauté internationale demande des comptes au pays, quelle que soit la méthode, pour imposer au Nigeria de se doter d'un plan pour que la bonne aide puisse être citée et que les problèmes puissent être résolus. D'élections qui s'en viennent. Est-ce que ce ne serait pas là justement une occasion, une opportunité pour la communauté internationale d'utiliser le fait qu'il y a une élection qui s'en vient pour pouvoir demander aux autorités en place d'arrêter les violences présentement et sinon de se mêler de ce genre de je dirais, d'élection? Est-ce qu'on m'a entendu ou... Madame Onubugu? I'm sorry,
Je n'ai pas compris votre... Je ne vous ai pas entendu. C'est qu'on vient de parler d'élections, vous n'avez parlé tantôt. C'est tout. C'est fini? C'est fini. Si vous voulez, je peux donner 15-20 secondes, mais pas plus que ça. Est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour la communauté internationale d'utiliser le fait qu'il y a une élection qui s'en vient pour mettre de la pression sur les autorités politiques en place? Yes, it is. Oui, c'est une bonne occasion pour en fait travailler avec la société civile nigérienne en vue des élections de 2027. Donc oui, c'est absolument une bonne occasion. Vous avez la parole pendant 5 minutes. Merci. Je vais partager mon temps avec Madame Cronis. Donc je vais juste prendre 2 minutes et demie. Merci à tous nos témoins. Je pense que c'est une réunion très importante. De toutes les personnes qui ont témoigné, je pense qu'il faut sensibiliser les gens par rapport à ce qui se passe. C'est le message qui en ressort. Monsieur Stade, vous avez dit que le silence est disant. J'avais une compréhension très superficielle de ce qui se passait, donc je vous remercie tous de m'avoir sensibilisé moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour attirer plus d'attention sur ces problèmes lorsqu'on pense aux conflits qui ont lieu dans d'autres pays, d'autres régions du monde, avec le même niveau de perte de vie, de déplacement, de persécution? Il y a beaucoup d'attention médiatique sur certains conflits. Même les dirigeants municipaux sont mobilisés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, les médias canadiens ou les médias internationaux ne soulignent pas ce conflit? Je pense qu'un des témoins a dit qu'il y avait un manque d'attention médiatique, un manque d'attention politique, et souvent ça va ensemble. Merci pour la question. Un de mes professeurs de théologie disait ça, c'est une question très difficile à répondre. Les médias canadiens ont une portée limitée. Je pense que c'est difficile pour eux de se concentrer sur ces questions. C'est une question endémique. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître qu'au Canada, nous n'avons pas les informations nécessaires. Donc, il faut aller là où ces informations se trouvent. Et comme je l'ai dit, il y a des organisations comme celles qui sont représentées parmi les témoins aujourd'hui. Et il faut se tourner vers ces organisations pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Nous pouvons demander à la communauté canadienne nigériane de jouer un rôle plus important. Et le fait d'avoir M. Ousmane ici, c'est une très bonne représentation de tout cela. C'est une des choses que j'ai trouvées lorsque j'étais ambassadeur. On peut vraiment essayer de puiser auprès des communautés qui se trouvent au Canada. Et nous avons vu ça aujourd'hui, parce que ça nous aiguille vers ce qui se passe sur le terrain. Sur ce, inaudible. If I could. Si je peux, en ce qui concerne la reddition de comptes pour Boko Haram et les Fulani, d'où vient le financement? Ça, c'est la question à $1 milliard. Et ce n'est pas une question. C'est une question que beaucoup de Nigérians peuvent répondre ou bien qu'on peut deviner. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce qu'il y a des gens dans le gouvernement qui les parrainent? Est-ce que ce sont des gouvernements étrangers qui parrainent? Ils ont des armes. Boko Haram a des armes. Lorsqu'on voit tout ce qu'ils ont en ligne, on se demande vraiment comment ils font pour se les procurer. Et qui les finance? C'est très, très délicat comme question. Lorsque je parlais avec mon cousin et quand je me préparais pour cette réunion, ils pensent que ce sont des organisations internationales qui veulent aller s'emparer des ressources naturelles. Et ce sont des entreprises qui financent les terroristes pour chasser
les villageois. Est-ce que je peux vous dire qui les parraine et comment ils obtiennent les ressources? Non, mais quelqu'un, que ce soit au sein du gouvernement ou dans une organisation. Je vais peut-être me tourner vers quelque chose de plus optimiste. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé à votre communauté et j'ai beaucoup appris. Ce que j'ai constaté, c'est que les Nigérians au Canada, quels qu'ils soient, peuvent mettre de côté ces conflits et trouver la camaraderie et le sens de la communauté. Est-ce que cette expérience peut servir d'exemple pour lorsqu'il s'agit de trouver des solutions? Est-ce que vous pouvez donner des conseils pour les gens qui ne sont pas ici, mais pour pouvoir renforcer le sens de la communauté? Vous avez quelques secondes. Pour les gens qui connaissent les Nigérians sont très gentils. Ils adorent la vie. Peu importe la tribu, la religion, c'est ce qui nous définit. Ce que je peux dire aux Nigérians, c'est de garder la foi. Ma mère est chrétienne. J'ai été élevée dans une église. Mon père est musulman. J'ai été à la mosquée. Je connais les deux religions. Nous prions pour que le mieux arrive. Je suis née en 1995. Nous n'avons jamais eu un bon leadership. Nous avons toujours eu un mauvais gouvernement. Et c'est pour ça que nous en sommes ici. Merci. Monsieur Zouberi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ousmane, vous alliez parler des acteurs derrière les différents partis au Nigeria. Est-ce que vous pouvez parler de cela? Qui alimente, qui attise ce conflit? Pour citer un de nos anciens chefs d'État, tout conflit dans votre pays qui dure plus de 24 heures, c'est quelque chose dont le gouvernement est au courant. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui contribue à tout cela, mais c'est bien plus grand que ce qu'on pense. C'est bien plus que des gens qui ont accès à ces armes. Je pense que ce sont des gens qui sont formés, qui sont parrainés, qui sont financés, et c'est tactique. À 6 heures du matin, on va piller tout un village. Donc, ça doit être des pouvoirs ou des entreprises qui ont une organisation. Je n'ai pas de nom, mais ce ne sont pas simplement des personnes lambda. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas, malgré le fait, comme vous l'avez dit, qu'il y ait des personnes sur le terrain? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas? C'est encore une fois la question $1 milliard. Le Canada doit demander au gouvernement de rendre des comptes. Pourquoi est-ce que, si le Canada demande aux Nigériens, pourquoi est-ce que vous ne gérez pas ce problème, le gouvernement nigérien doit pouvoir fournir une réponse satisfaisante, que ce soit pour que cela permette au Canada d'adapter son plan. J'aimerais poser ces deux mêmes questions à Madame Onubogu. Est-ce que vous pouvez approfondir ces deux questions? Je pense que la question que vous avez soulevée concernant qui finance ces réseaux, ça donne la possibilité au Canada et à la communauté internationale de travailler plus étroitement avec le Nigeria concernant le partage de renseignements. Et c'est un des domaines, lorsque je parle de faiblesses dans les institutions du Nigeria, c'est là qu'on voit des faiblesses. Le fait de pouvoir collaborer avec les acteurs de la sécurité du Nigeria au niveau national, au niveau de l'État, au niveau local, pour pouvoir recueillir des renseignements et pouvoir agir sur cette base, mis à part le fait de travailler avec des agences du gouvernement, de voir ce qui peut être fait au niveau des groupes de la société civile, des groupes religieux, des groupes communautaires. Nous avons vu qu'il y a des initiatives qui réussissent, surtout pour ce qui est de comprendre
certains de ces conflits. Je laisse le reste de mon temps à ma collègue. Merci. Ma question s'adresse aussi à Madame Onubogu. J'aimerais parler un peu plus de à quoi ressemblerait une réconciliation au niveau communautaire. Particulièrement lorsqu'on voit la réintégration des agresseurs et le rôle des femmes. Parce qu'il n'y a pas de paix durable à moins que les femmes soient mobilisées. Donc, au lieu de voir les femmes en tant que victimes, mais j'aimerais m'intéresser au rôle de la femme au niveau de la société civile. Et je peux vous répondre à cette question sur la base de mon expérience pratique. Avant de me joindre à cette organisation, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé avec l'Institut américain pour la paix. J'ai travaillé sur la ceinture centrale. Et ce que nous avons vu dans les communautés locales, c'est que les mères étaient celles qui pouvaient identifier rapidement lorsque leurs enfants avaient été attirés par des groupes extrémistes. Les femmes ont pu alors créer des réseaux et travailler étroitement avec des communautés locales et la sécurité qui avait un lien avec les groupes militaires dans ces communautés. Donc nous avons vu des communautés dans l'ensemble de la ceinture centrale qui ont pu se rassembler. Nous avons vu aussi des projets communautaires qui ont été menés uniquement par les communautés et ont d'ailleurs été dirigés par les femmes de ces communautés. Et je pense qu'un des domaines importants, surtout à Kaduna, il y a un rôle des femmes, des leaders religieuses des femmes et leur capacité à rassembler les communautés. Ce qu'on trouve dans la ceinture centrale du Nigeria, ce sont des organisations de la société civile, des réseaux, que ce soit musulmans ou chrétiens. Ce sont des organisations et des groupes qui comprennent le conflit. Ils savent que beaucoup de ces conflits sont prévisibles. Ils sont prévisibles parce que ces communautés ont pu créer inaudibles. Merci. Alex Blinel, 17. 5 minutes stop. 4 minutes. OK. Si j'ai 4 minutes, je demanderais à M. Ousmane de prendre 2 minutes pour nous dire s'il y a quelque chose qui n'a pas été dit présentement, qu'est-ce que vous voudriez rajouter pour qu'on puisse rajouter ça à l'étude qu'on fait aujourd'hui? Thank you so much. Merci. Je pense que nous avons dit beaucoup de choses et j'ai partagé beaucoup de choses qui se passent au Nigeria. Je voudrais aussi mettre l'accent sur le fait que nous ne devrions pas trop simplifier ce qui se passe au Nigeria. Les chrétiens sont persécutés au Nigeria, oui. Mais est-ce qu'il y a un problème qui dépasse tout cela? Oui, il y a un problème qui est bien plus grand. Et ce problème, c'est l'insécurité. Le Nigeria a besoin d'aide dans ce domaine. Il faut pouvoir aider les Nigérians, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou traditionnalistes. La première fois que je fais quelque chose comme ça, donc je vous remercie de m'avoir invité, de pouvoir partager mon récit. Et je suis heureux de voir que le Canada est un chef de file dans la reconnaissance de ce qui se passe. Ma communauté ne tient pas cela pour acquis. Je vous remercie et c'est tout ce que je peux rajouter. Superbe travail, good job. Et Madame Onubogu, je vous donne la même opportunité. S'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Parce que c'est le dernier tour de parole. Thank you. I think almost Presque tout a été dit. Au point où nous en sommes, comme vous le savez, nous suivons ces conversations et nous suivons l'actualité aux États-Unis. Je me joins à vous depuis Washington, D.C. et c'est formidable de voir que ces échanges ont lieu aussi au Canada. La question mérite la solidarité du monde entier, étant donné la
pertinence et l'importance du Nigeria. Cette question mérite la solidarité du monde entier pour garantir une solution face à cette crise. Merci. Voilà qui conclut notre réunion. Monsieur Osman, c'est peut-être votre premier témoignage, mais votre témoignage a été formidable. Merci beaucoup. Au nom du comité, des députés et du personnel, nous remercions les témoins. Merci pour votre temps, merci pour vos présentations et vos réponses. Vous avez éclairé ce comité. Merci beaucoup. Nous espérons que la situation s'améliorera bientôt. Suspension.